Hola todos, j'espère que vous allez bien. Pour commencer. Avant toute chose, laissez-moi vous présenter mon sponsor pour cette vidéo, HelloFresh. Autant vous dire qu'il tombe plutôt bien après cette semaine de vacances où j'ai franchement pas lésiné sur la malbouffe. HelloFresh, beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, c'est le leader mondial du kit repas. Ça signifie que vous choisissez des plats sur le site et on vous livre tous les ingrédients avec les recettes pour que vous puissiez les préparer et faire vibrer vos papilles. Vous avez le choix entre différents styles alimentaires, tels que végétarien, méditerranéen, pour ne citer que. Il y a énormément de choix et surtout, c'est très abordable. Là, j'ai cuisiné des farfales au pesto et aux champignons. C'est simple à préparer, c'est absolument buonissimo. Pour ma part, ce que j'apprécie dans ce concept, c'est que ça me permet de fixer des heures pour mes repas. Dans la mesure où je travaille de façon assez anarchique, forcément, je suis pas très régulière. Là, je reçois mes kits repas et à l'heure du repas, je n'ai qu'à tout sortir et tout préparer en suivant la recette. C'est frais, c'est bon, c'est facile à préparer et je ne gaspille rien puisque les kits comprennent la quantité exacte des ingrédients nécessaires. Et pour ne rien gâcher, sachez que l'abonnement peut être suspendu à tout moment. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant. Pour le tester, il vous suffit de cliquer sur le lien que je vous mettrai dans l'espace info et de rentrer le code promo HELLOBOUKASIN. Grâce à HELLOBOUKASIN, vous pouvez bénéficier jusqu'à 80% de réduction sur vos 3 premières box HelloFresh. Le code Boukasin est également valable en Belgique et au Luxembourg. Je vous note tout dans l'espace info, le lien et le code promo HelloBoukasIn. Les gars, à présent, l'affaire d'aujourd'hui. Alors, sachez que j'ai reçu des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages sur Instagram ces 3 dernières semaines me demandant de parler de cette affaire puisqu'elle se passe en Italie, plus précisément en Sicile, et elle secoue actuellement le pays tellement l'affaire est... franchement, j'ai pas de mots. Bref, ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. Era una bimba solare, affettuosa, socievole, educata, tranquilla, serena. Niente nei suoi atteggiamenti poteva far sospettare o far pensare dei problemi in famiglia. Quindi quello che è successo lascia proprio non si può immaginare, non si può accettare, ecco. L'histoire se déroule en 2022 en Sicile, plus précisément à Mascalucia, une petite ville située près de Catane. Martina Patti est une jeune femme de 24 ans, élève infirmière et mère d'une petite fille âgée de 5 ans, Elena, avec laquelle elle vit dans une maison à Mascalucia, juste au-dessus de chez son oncle et sa tante. Elle a eu sa fille avec son ex-compagnon Alessandro, âgé de 25 ans. Ils se sont rencontrés alors qu'elle était âgée de 18 ans et très rapidement elle est tombée enceinte. Au départ, les familles de Martina et Alessandro n'étaient pas vraiment chauds pour cette grossesse, compte tenu de leur jeune âge, ils avaient 18-19 ans, mais Martina et Alessandro ont décidé de le garder. Donc ils ont bien fait comprendre à leur famille que, in fine, c'était eux qui auraient le dernier mot. Et la petite Elena est née. Leur relation a toujours été ce qu'on peut qualifier de toxique. Il y avait de la violence verbale, de la violence psychologique, physique, des deux côtés. Ils se quittaient, ils se remettaient ensemble, ils se quittaient pour se remettre une nouvelle fois ensemble. D'après certaines sources, peu après la naissance d'Elena, Martina a quitté Alessandro pour un autre homme, mais cette nouvelle relation n'a pas duré très longtemps, donc ils se sont remis ensemble, elle et Alessandro, mais comme je vous l'ai dit, c'était en dents de scie. Alessandro quittait la maison de Mascalucia pour retourner chez ses parents, il se rabibochait avec Martina, il retournait à la maison, puis il repartait. Il s'est installé quelques mois en Allemagne pour travailler. Alors on n'a pas les dates précises, puisque comme vous le savez, dans ce type d'affaires, au départ, on n'a pas forcément toutes les informations et elles viennent progressivement. Mais ce dont on est sûr, c'est que lorsqu'Elena était toute petite et que lui et Martina s'étaient séparés, il est parti travailler quelques mois en Allemagne, puis il est retourné vivre à Mascalucia avec ses parents. Au mois d'avril, donc tout récemment, il rencontre une autre femme et il quitte définitivement Martina. Et sa nouvelle compagne devient sa compagne officielle puisqu'il la présente à sa famille et à sa fille Elena. Pour vous donner un peu plus de détails sur Alessandro, c'est un jeune homme qui a fait pas mal de bêtises dans sa vie, vente de substances illicites, vol, un peu de prison, bref, c'est un délinquant,
mais c'est pas non plus un gangster. Toujours est-il que les rapports entre Alessandro et Martina se sont fortement dégradés depuis leur rupture définitive en avril. À la base, c'était une relation toxique, ils s'entendaient pas forcément, mais depuis la rupture, on va dire que ça s'est fortement aggravé. Ils se piquent mutuellement via leurs réseaux sociaux. Alessandro poste une photo de sa copine sur son WhatsApp. Martina poste également des vidéos et des photos en compagnie d'hommes. Le but, clairement, c'est de se piquer mutuellement. Et ce qu'il ressort des témoignages de leur entourage, c'est que ils se servent également de leur fille Elena dans leur guéguerre 2.0. Alors, la famille de Martina dit que c'est Alessandro qui se sert d'Elena pour faire du mal à Martina. La famille d'Alessandro dit qu'au contraire, c'est Martina qui se sert de leur fille pour faire du mal à Alessandro. Les éléments factuels qu'on a jusque-là, c'est que les deux, en fait, se servaient de la petite, on va dire à des degrés différents. Martina prenait très mal la rupture d'Alessandro, puisque c'est lui qui l'avait initié cette rupture. Et tout de suite après, il avait trouvé une nouvelle compagne qu'il avait présentée à sa famille et à sa fille. Et on va dire que ça, elle le vivait assez mal, puisque sa fille Elena s'entendait très bien avec la nouvelle compagne de son père. Ce que l'on note également, c'est que les familles de Martina et Alessandro n'avaient pas de rapport, on va dire, très cordiaux depuis la rupture des deux jeunes gens, puisque dans la mesure où Mascalucia, c'est une petite ville, les problèmes des uns deviennent forcément les problèmes des autres, et puis chaque parent veut prendre la défense de son enfant, donc les rapports interfamiliaux étaient assez tendus. Mais malgré cette situation, la petite Elena peut quand même voir son père et sa famille paternelle avec laquelle elle a des liens très étroits, chez qui elle dort régulièrement. Ses grands-parents disent d'elle que c'est une petite coquine qui est très douce, pleine d'affection. Et la famille Del Pozzo est unanime sur ce point. Malgré la situation complètement anxiogène, Elena est une petite fille pleine de vie et très heureuse. On est le 13 juin 2022 à Mascalucia. Martina Patti se rend à la gendarmerie aux alentours de 15h30. Elle est complètement paniquée. Elle leur explique que vers 13h, elle s'est rendue à l'école maternelle pour récupérer sa fille Elena. Elles sont montées en voiture et tandis que la voiture roulait au lieu-dit Piano di Tremestieri, 3 hommes armés et cagoulés ont forcé sa voiture à s'arrêter au milieu de la route. Ils sont sortis, ils ont enlevé sa fille Elena et ils sont repartis en trombe. Donc là, a priori, il s'agit d'un enlèvement commis en plein jour dans une zone peu fréquentée. Les carabiniers lancent aussitôt un appel à témoins, tandis que plusieurs unités sillonnent la zone où s'est produit l'enlèvement. Le point qu'il est important de comprendre pour eux, c'est le motif de l'enlèvement. Alors tout d'abord, on pense à la mafia. On se dit, est-ce que la mafia n'aurait pas décidé d'enlever une fillette de 5 ans ? Ça paraît quand même fort improbable. À notre époque contemporaine, en tout cas, en Sicile, la mafia n'enlève pas d'enfants. Donc on se dit, non, ça peut pas être eux, puis quel serait le motif, enlever une enfant de 5 ans ? Pourquoi ? On pense ensuite à un enlèvement fait par des malfrats pour une demande de rançon. Là encore, ça tient pas la route, puisque Alessandro et Martina ne sont absolument pas fortunés. Personne dans leur famille n'est fortuné. Ensuite, on pense au problème de justice d'Alessandro. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit, petit délinquant, c'est pas non plus un gangster. Donc on se demande si l'enlèvement ne pourrait pas avoir un lien avec peut-être des activités illicites d'Alessandro. Mais là encore, ça paraît improbable. Oui, Alessandro a eu des problèmes avec la justice par le passé. Il a même eu quelques soucis avec des gars impliqués dans des affaires pas très claires, mais pas au point qu'on enlève son enfant de 5 ans. Pour reconstituer la timeline précise des événements, les enquêteurs vérifient les caméras de surveillance de la crèche où se trouvait Elena. Et effectivement, on y voit bien Martina récupérer sa fille, qui semble très heureuse de retrouver sa maman. Donc jusque-là, ça colle. Il visionne également les enregistrements des caméras de surveillance qui se trouvent à proximité de l'endroit où a été enlevée Elena. Et étrangement, on ne voit ni agression, ni enlèvement, ni voiture, pas même celle de Martina. Les habitants qui vivent à proximité sont interrogés par les carabiniers. Et en fait, ils sont formels. À l'heure présumée de l'enlèvement,
Ils n'ont absolument rien entendu. Dans le doute, les carabiniers vérifient le véhicule de Martina. Effectivement, sur le côté, c'est légèrement endommagé. Donc, elle a indiqué qu'elle a été forcée de quitter la route par une voiture qui a tapé contre sa voiture. Donc, ouais, effectivement, ce point-là, ça peut corroborer sa version. Cela dit, quand la police scientifique vérifie la carrosserie, ils ne trouvent aucune empreinte ou même aucune trace qui aurait été faite par quelqu'un par-dessus la carrosserie. Mais les carabiniers ne sont pas au bout de leur peine, puisqu'ils découvrent que Martina, quand l'enlèvement de sa fille s'est produit, au lieu d'appeler directement la gendarmerie, au lieu de noter le numéro de la plaque d'immatriculation, au lieu de poursuivre même ses ravisseurs qui détenaient sa fille, selon ses dires, elle appelle son ex-compagnon pour lui dire que leur fille a été enlevée. Puis, elle appelle d'autres personnes, des personnes de son entourage, pour leur expliquer ce qu'il vient de se passer. Et ensuite, elle se rend chez ses parents pour qu'ils l'accompagnent à la gendarmerie afin de signaler l'enlèvement de sa fille. Tout ça, mis bout à bout, ça laisse quand même dubitatif, pour ne pas dire autre chose. Les enquêteurs réinterrogent Martina pendant plusieurs heures et là, ils la mettent face à toutes ces contradictions, face à tous ces comportements très étrange, mais elle n'en démord pas. Sa fille a été enlevée. Elle est interrogée toute la nuit et c'est dans la nuit du 13 au 14 juin qu'elle revient sur ses premières déclarations et qu'elle avoue ce qu'il s'est réellement passé. En gros, son père a demandé à lui parler et parce que les enquêteurs avaient expliqué à son père tout ce qui n'allait pas dans l'histoire de sa fille et il a demandé à lui parler. Il lui a dit: écoute ma fille, quoi que tu aies pu faire, moi de toute façon je t'aimerai toujours. Simplement, à présent, il faut que tu dises la vérité. Martina raconte que, effectivement, sa fille n'a pas été enlevée la veille par des hommes encagoulés. Non. Elle l'a tuée et elle a dissimulé son corps dans un champ à environ 500 mètres de chez elle. Elle ajoute qu'elle ne se souvient pas de tout. Elle a quelques vagues souvenirs. Donc, d'après ces quelques souvenirs, voilà ce qu'il s'est passé. Elle a récupéré sa fille à la crèche à 13h, soit 1 heure avant l'heure habituelle. Elles sont rentrées chez elle à Mascalucia. Sa fille a mangé un petit gâteau. Elle regardait des dessins animés. Puis à 14h, elle a proposé à sa fille Elena d'aller voir sa grand-mère maternelle, donc la mère de Martina. La petite a dit ok. Elles sont sorties, elles sont montées en voiture. Mais en cours de route, Martina a changé d'avis sans qu'elle ne puisse se l'expliquer. Elle l'a emmenée dans un champ qui se trouve donc à proximité de son domicile. Elles sont sorties de la voiture et au milieu du champ, Martina a frappé sa fille, puis elle lui a recouvert la tête avec un sac poubelle. Elle explique qu'elle l'a poignardée à plusieurs reprises. Elle a ensuite mis sa fille dans plusieurs sacs poubelles qu'elle a enterrés dans un petit trou qu'elle a fait au milieu du champ. Elle est retournée chez elle, elle s'est nettoyée et elle a simulé cette histoire d'enlèvement. Là, les enquêteurs lui demandent où est-ce qu'elle a trouvé les sacs poubelles, le couteau, le matériel nécessaire pour creuser un trou. Voilà ce qu'elle leur dit. C'était la première fois que j'emmenais la petite dans ce champ. J'ai l'image du couteau, mais je ne me souviens pas où je l'ai eu. Je ne me rappelle pas avoir fait du mal à la petite. Je me rappelle seulement avoir beaucoup pleuré. Vous l'aurez compris, si les enquêteurs posent cette question, c'est pour savoir s'il y a eu préméditation. Est-ce qu'elle est sortie de chez elle en emportant des sacs poubelles, un couteau et une pelle parce qu'elle savait ce qu'elle allait faire, ou est-ce qu'elle les a trouvés sur place dans sa voiture? Enfin, quoi qu'il en soit, en fait, ils veulent savoir s'il y a eu préméditation. Mais Martina ne sait pas. C'est beaucoup trop flou. D'ailleurs, elle ne sait même pas pourquoi elle a tué sa fille. La seule chose dont elle se souvient, c'est que pendant qu'elle mettait des coups de couteau à sa fille, elle tournait la tête pour ne pas voir ce qu'elle faisait. Le matin même, elle conduit les enquêteurs dans le champ en question et c'est dans un petit trou qu'on retrouve le corps d'Elena caché dans des sacs poubelles. Elle a été jetée dedans la tête la première et partiellement recouverte de terre. Peu après, la famille paternelle arrive sur place, suivie d'Alessandro et de sa nouvelle compagne. C'est de cette façon qu'ils apprennent qu'Elena est morte. La Sicile, qui suit cette affaire depuis la veille avec angoisse, apprend que la fillette n'a jamais été enlevée, mais qu'elle a été froidement assassinée par sa propre mère. Autant vous dire que ça a été un choc, même si certains doutaient de cette histoire de kidnapping. D'ailleurs, dans la famille Del Pozzo, certains émettaient un doute. Certains n'y croyaient pas à l'histoire du kidnapping, mais pour eux, en fait,
il ne pouvait pas être question de meurtre. Certains pensaient peut-être qu'elle avait caché sa fille pour empêcher Alessandro et sa famille de la revoir, mais à aucun moment il n'aurait cru qu'elle aurait assassiné la petite. Le 17 juin, le corps d'Elena Del Pozzo est autopsié. Le médecin légiste note 11 coups de couteau, dont un à l'artère subclavière. Ça se situe près de la clavicule. Et ça, c'est un coup qui est mortel. Il y a également un coup de couteau au niveau de l'oreille, mais la plupart ont été faits dans le dos, ce qui signifie que la petite a été poignardée de dos. Et certaines de ces blessures indiquent qu'Elena a tenté de se défendre. Le domicile de Martina à Mascalucia est perquisitionné puisque les enquêteurs souhaitent mettre la main sur le couteau qui a été utilisé, mais ils veulent également vérifier qu'il n'y a pas de grosses traces de sang puisqu'ils veulent s'assurer qu'elle n'a pas été tuée dans la maison puis transportée dans le champ. Alors de ce que j'en ai compris, les enquêteurs au départ pensaient qu'elle aurait pu bénéficier de l'aide d'un complice, donc ils veulent s'assurer que chez elle, personne ne l'a aidé à transporter le corps d'Elena de la maison vers le champ. Et à l'intérieur, ils découvrent uniquement quelques petites traces de sang, ce qui corrobore la version de Martina. Elena a effectivement été tuée dans le champ. Tous les couteaux sont emportés afin d'être analysés. À l'heure où je tourne la vidéo, ils n'ont toujours pas mis la main sur le couteau qui a servi, donc peut-être qu'au moment où ma vidéo sortira, on aura enfin trouvé l'arme du crime. Le problème par contre, c'est que le champ où le corps d'Elena a été retrouvé, il n'a pas été mis sous scellé, il n'a pas été protégé, ce qui veut dire que depuis la découverte du corps, il y a eu des va et des viens. Si Martina a laissé le couteau là-bas, il a très bien pu être ramassé par quelqu'un d'autre. Sur ce point, les carabiniers ont été fortement critiqués, puisque on leur a reproché de ne pas avoir mis sous scellé le champ pour éviter que des gens s'y rendent et ramassent peut-être des indices. La voiture de Martina est également vérifiée et à l'intérieur, pas de traces significatives de sang. Encore une fois, ça corrobore ses déclarations. Elena a été tuée dans le champ. Peu après, les enquêteurs obtiennent les images des caméras de surveillance situées à proximité du domicile de Martina. Et là encore, ça conforte ses déclarations. Ce que l'on peut voir dans l'enregistrement, c'est que Martina et Elena rentrent de la garderie en voiture à 13h30. Elles ressortent de la maison 24 minutes plus tard et prennent la route en direction du champ. 1h09 plus tard, Martina rentre seule du champ. Il lui aura donc fallu un peu plus d'1 heure pour tuer et enterrer sa fille. Là, on en est quasiment certain, Martina n'a bénéficié d'aucune complicité. À ce stade, tout le monde veut comprendre la raison pour laquelle elle a tué sa fille. Dans des conditions aussi violentes, aussi atroces, on lui demande si elle était jalouse de la nouvelle compagne d'Alessandro. Est-ce que c'est ça qui l'a poussée à commettre ce geste? Martina explique que non, au contraire, depuis sa rupture, elle était très heureuse. Elle dit qu'Alessandro était violent avec elle, qu'il la rabaissait constamment et que à partir du moment où ils se sont séparés, elle s'est sentie revivre. Mais elle ajoute qu'elle se sentait mal à l'aise pour sa fille Elena puisque, d'après elle, la petite vivait très mal la nouvelle relation de son père. Mais ces déclarations ne collent bien évidemment pas avec la réalité des faits. On a des preuves que Martina vivait très mal la rupture avec Alessandro. On a également beaucoup de témoignages dans la famille paternelle. La grand-mère d'Elena, donc la mère d'Alessandro, déclare qu'à plusieurs reprises, elle a été témoin de certaines scènes de violence qui impliquaient Martina et Elena. Elle dit que Martina avait l'habitude de battre sa fille, mais pour rien, en fait, c'était totalement gratuit. Et quand je parle de battre, je ne parle pas d'une simple treja. Elle ne lui mettait pas des petites claques ou des petites tapes. C'était des scènes de violence, en tout cas d'après la mère d'Alessandro, assez choquantes. Elle dit que Martina voulait vraiment faire du mal, voulait punir Elena de quelque chose dont la petite n'était pas consciente et surtout n'était pas responsable. Io penso sempre Di questo. ripicca nei confronti Lei si deve figurare che una di queste volte che mio figlio l'ha lasciata e lei faceva come una pazza perché lei alzava le mani, quindi ora possiamo dire, perché mio figlio l'aveva detto, gli alzava le mani a mio figlio, lui l'ha presa di qua, dice fermati, lei cosa ha fatto? Se n'è andata a casa.
perché mio figlio non la voleva, gli ho detto fermati, dice ormai è finita, basta, ci siamo lasciati, basta. Lei cosa ha fatto? Se n'è andata a casa, non so perché questo solo perché ha fatto così, è diventata nera, ma vabbè, è andata all'ospedale, si è fatto dare qualche 30 giorni di prognosi, quello che è. Se n'è andata dai carabinieri e l'ha denunciato dicendo che lui era uno che la maltrattava. E alla bambina ha mai dato botte alla bimba, che lei sappia? Certo, davanti a me le ha dato botte alla bambina e una volta mio figlio mi ha raccontato che mi aveva mandato le foto, che gli aveva dato botte qua, Elena era tutta rossa qua. Ma perché non l'avete denunciata? Bene, grazie signora. Grazie. Non l'abbiamo denunciata allora, perché prima di tutto lei mi deve dire proprio questo che dico io. Se fosse stato mio figlio, quando lei l'ha denunciato, che gli ha alzato le mani, tutte queste mani che gli ha alzato, stava succedendo già la fine del mondo. Lei gli ha detto a mio figlio, dice ritorna con me, dice che io ritiro la denuncia. Se poi andate dai carabinieri, c'è una denuncia ritirata da lei che aveva denunciato mio figlio, perché mio figlio ci è dovuto ritornare. Noi a un certo punto avevamo pure paura di questa persona. Il mio primo scopo nella mia vita era Elena. Comunque io una cosa voglio dire, noi siamo la famiglia del papà. Quando ci sono queste separazioni, i papà sono sempre troppo bistrattati. Ora lei stava sempre con lei, perché con noi non poteva stare, e stava con noi quando decideva lei. Bene, ora finalmente che Elena è morta, è nostra. Ora Elena è nostra et decidiamo noi cosa fare. Basta. On pense alors que Martina pourrait souffrir d'une pathologie nommée le complexe de Médée. Alors, pour ceux qui ne sont pas intéressés par cette partie, vous pouvez la passer. De toute façon, je vous ai mis des chapitres sous la vidéo. Là, c'est une sorte de digression, mais qui est en rapport avec le sujet, puisque je vais développer en fait le complexe de Médée. Donc, si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer. Bref, pour en revenir au complexe de Médée, Médée, c'est un personnage de la mythologie grecque. C'est la fille du roi de la Colchide, Aétès. C'est une très belle femme qui est également magicienne, l'une des plus grandes de son temps. Un beau jour, Jason se rend en Colchide avec un groupe de héros, les Argonautes. Jason, c'est un héros qui est à la recherche de la toison d'or, une fourrure très spéciale qui lui permettra de récupérer le trône de son père, le roi Esson, qui lui a été volé par son frère Pélias. Donc Jason doit récupérer la toison pour que son oncle Pélias rende le trône. Mais elle est détenue par le roi de la Colchide, Aétès, qui accepte de la lui remettre à condition qu'il accomplisse des tâches très dures à accomplir pour le commun des mortels. Du haut de l'Olympe, les déesses Héra et Athéna souhaitent aider Jason à accomplir ces tâches parce qu'elles l'aiment bien et parce qu'elles s'ennuient un peu. Elles demandent à Eros, le dieu de l'amour, de faire en sorte que Médée tombe follement amoureuse de Jason. C'est ce qu'il fait. Médée est complètement piquée. Médée va voir Jason et là lui propose un marché. Elle lui dit écoute, je te propose de t'aider avec ma magie pour que tu puisses gagner toutes ces tâches, mais en contrepartie, je veux que tu m'emmènes avec toi et que tu m'épouses quand tu repartiras avec la toison d'or. Jason accepte et il réussit toutes les épreuves. Donc vu qu'il a réussi, en théorie, il est censé récupérer la toison d'or. Le problème, c'est que le roi Aétès n'avait pas pour but de lui rendre la toison d'or. En fait, il voulait juste s'amuser un petit peu et faire en sorte que Jason soit tué durant ces épreuves. Donc forcément, il est fou de colère. Bref, Jason et Médée s'enfuient de la Colchide avec la toison d'or et avec le petit frère de Médée, Apsyrtos, qui leur sert d'otage. Elle tue son petit frère peu après et elle le découpe en morceaux qu'elle dissémine le long de son passage afin de faire perdre du temps à l'armée de son père qui récupère chaque morceau sur son passage. Médée et Jason ont donc pu s'enfuir avec la toison d'or et ils s'en vont à Iolkos, qui est le royaume du père de Jason. Pendant plusieurs années, ils vont vivre quelques petites aventures dignes de la mythologie grecque. Donc ils vont affronter des ennemis et des événements très surprenants avant de trouver refuge à Corinthe, gouverné par le roi Créon. À partir de là, ils mènent une vie paisible. Ils ont même 2 enfants, Merméros et Phérès. Médée a ainsi la vie qu'elle voulait, vivre aux côtés de l'homme qu'elle aime et fonder un foyer. Mais ça, c'est sans compter l'ambition démesurée de Jason. Le roi Créon, qui connaît les exploits accomplis par Jason, donc il sait que c'est un bonhomme, un ragelonos, il lui propose un marché. Il lui dit, écoute, j'ai ma fille, elle est célibataire, donc sa fille s'appelle Creuse. Il lui dit, j'aimerais que tu l'épouses et que vous puissiez donner un héritier au trône.
Jason réfléchit à peine 3 secondes, creuse, c'est une très belle femme, elle est jeune, et en l'épousant, il aura enfin la possibilité de gouverner un royaume. Il accepte. Donc il répudie Médée, la mère de ses enfants, et Créon l'expulse de Corinthe, puisque c'est une étrangère. Et ça, fallait pas faire ça. Folle de rage et de douleur, Médée tue Creuse, et dans un dernier élan de vengeance, on va dire, elle poignarde les garçons qu'elle a eus avec Jason, Merméros et Phérès. Puis elle prend la fuite. La fin de sa vie n'est pas très claire, puisqu'il y a différentes versions de ce qui lui arrivait ensuite, mais parmi l'une des versions disponibles, après avoir tué ses fils, les dieux ont eu pitié d'elle, puisque, souvenez-vous qu'initialement, c'est le dieu Eros qui a fait en sorte qu'elle tombe follement amoureuse de Jason. Donc ayant eu pitié d'elle, ils ont précipité sa mort. Elle s'est retrouvée alors aux Champs-Élysées et a épousé Achille. Tous les deux vécurent paisiblement dans ce lieu de repos éternel. Donc voilà, je vous ai fait un petit récit, j'espère concis, pour vous expliquer l'origine du complexe de Médée, une mère qui tue ses enfants pour se venger du père qui l'a abandonné. Bon, j'ai essayé de pas être trop longue pour éviter de me perdre, mais surtout de vous perdre. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai des liens en espace info ou dans un commentaire épinglé, des petits liens pour en savoir davantage sur l'histoire de Jason et la toison d'or. Pour en revenir à Martina, en plus de vouloir punir son ex de l'avoir quitté, la jalousie vis-à-vis de la nouvelle compagne aurait également joué un rôle dans son passage à l'acte, puisqu'Elena s'entendait très bien avec elle. Elle commençait même à nouer des liens assez forts, comme c'est le cas généralement dans les familles recomposées, on va dire. Après, bon, il est vrai que Alessandro et sa nouvelle compagne étaient ensemble que depuis quelques mois, mais vraisemblablement, la nouvelle compagne a tout de suite aimé ça, je vais pas dire sa belle-fille parce qu'on n'en est pas à ce stade-là, mais en tout cas a tout de suite aimé la fille de son compagnon et ça se ressentait en fait qu'elle s'appréciait beaucoup. Elena pouvait parfois en parler à sa mère Martina de ses activités avec la nouvelle compagne de son père et vraisemblablement Martina n'a pas supporté ça. Cela dit, il y a une autre théorie qui n'a absolument rien à voir avec celle-ci et qui est en cours de vérification par les enquêteurs. En fait, depuis sa séparation d'avec Alessandro, Martina entretenait une relation plus ou moins sentimentale avec un vieil ami, un certain Francesco. Donc on se demande si elle n'a pas cherché à se débarrasser de sa fille pour pouvoir entamer cette nouvelle relation. Peut-être qu'elle pensait qu'étant mère d'une petite fille, cet homme n'envisagerait pas de relation sérieuse avec elle ou pas de relation même tout court. Donc la relation n'était pas consommée avec Francesco, c'était en pourparlers. Donc je pense qu'ils étaient en mode ça se dragouillait un petit peu et voilà, on se demande si elle n'a pas eu peur en fait qu'il la recale au final parce qu'elle avait une petite fille. Ce qui semble quand même très extrême comme réaction parce qu'elle avait la possibilité de laisser sa fille à son père. Donc la première théorie, la théorie vous savez de punir le père en faisant du mal à l'enfant, cette théorie-là tient quand même un peu plus la route. Et si cette première explication est celle qui est privilégiée, ces avocats pourraient mettre en avant le raptus. Le raptus en psychologie, c'est une impulsion violente et soudaine qui nous pousse à commettre un acte très très grave, là en l'occurrence le meurtre de sa fille. Alessandro a beaucoup réagi à la suite de la découverte du corps de sa fille et il a aussi beaucoup réagi à ce qui a été relayé par les médias, le fait qu'on dise que Martina avait agi dans un coup de folie. Donc il a tenu à s'exprimer, il a même écrit une lettre que je vais vous lire puisque je trouve important d'avoir son ressenti sur cette situation. Je m'appelle Alessandro Del Pozzo, je suis le papa d'Elena. J'ai entendu parler de folie et de jalousie maladive. Mais je n'ai pas entendu parler de méchanceté et de sadisme. Comment peut-on qualifier le geste de Martina de raptus? Un homicide prémédité et étudié dans les moindres détails. Les moments de folie sont suivis de moments de lucidité, moments durant lesquels elle n'a même pas regretté d'avoir tué la petite. Au contraire, elle a mis Elena dans un sac poubelle, l'a enterrée, elle s'est nettoyée, elle a inventé une histoire d'enlèvement et a abîmé sa voiture pour mettre en scène une agression. Donc un meurtre après lequel on crée une mise en scène et on cache le corps,
Ça ne peut pas être un raptus, un moment de folie passagère, non. Elle me l'a tuée, non pas parce qu'elle ne voulait pas qu'elle soit proche de ma compagne, mais parce qu'elle voulait lui monter la tête contre moi. Elle lui parlait mal de moi tous les jours, et Elena me le répétait. Elle n'aurait pas réussi à lui monter la tête contre moi, parce que moi et Elena, nous étions une seule et même chose. Et Martina la détestait pour ça. Elle a tellement essayé de parler en mal de moi à ma fille, jusqu'au jour où elle a compris que ça ne marcherait pas. Elle a donc étudié la façon de la tuer, détruisant cette vie innocente. Elle a récupéré Elena 1 heure avant à son école maternelle parce qu'elle avait déjà préparé son plan. Ça, c'est une preuve indubitable qu'elle était saine d'esprit et en capacité de tous ses moyens. Un suicide aurait été plus plausible. Je suis détruit. Je sens un vide insurmontable en moi. J'ai toujours promis à ma fille que je la protégerais comme chaque bon père se doit de le faire. J'aurais donné ma vie à la place de la sienne. J'ai demandé à Dieu, mais il n'a pas accepté cet échange. Je n'aurais jamais pensé, je dis bien jamais, devoir la protéger de sa propre mère. La loi est toujours prête à confier les enfants à la mère, alors que dans certains cas, les pères sont bien meilleurs que les mères. Tout le monde parle de l'amour de la maman, mais personne ne parle jamais des sacrifices du papa. Martina est un monstre. Elle ne méritait pas une fille comme Elena, spéciale et unique en tout. Pour l'heure, Martina est mise en examen pour assassinat aggravé et dissimulation de cadavre. Elle risque donc la réclusion criminelle à perpétuité, l'ergastolo, soit 26 ans de réclusion incompressible, si bien sûr elle n'est pas jugée irresponsable de ses actes. Il y a eu une mise à jour dernièrement sur cette affaire, une mise à jour que j'ai vue lors du montage de la vidéo en regardant sur Quarto Grado. Donc je vous glisse la mise à jour maintenant afin de garder une certaine cohérence au niveau du récit. Sur les enregistrements vidéo de la caméra qui se situe à proximité de son domicile, on voit tout d'abord Martina rentrer très tôt le matin du 13 juin. Elle rentre de chez une amie chez laquelle elle a passé la nuit. Ce matin-là, dans la mesure où la petite Elena avait passé le week-end avec son père, c'est la mère d'Alessandro qui l'avait déposée à l'école. Ok ? Donc dans ces images, on voit Martina rentrer chez elle, puis elle ressort et elle se rend en direction du champ où on a retrouvé le corps de sa fille. Elle retourne chez elle en voiture, puis quelques minutes plus tard, elle en ressort en tenue de jogging et elle retourne au champ. Ça, pour les enquêteurs et pour le parquet, ça ne peut signifier qu'une chose. Si elle s'est rendue à 2 reprises dans le champ le matin même du meurtre, c'était pour y faire des repérages et pour creuser le trou dans lequel elle a ensuite mis sa fille. Donc, c'était prémédité. Elle ne peut plus, en théorie, invoquer le raptus, la folie passagère, puisque là, il y a eu beaucoup trop de préparatifs pour pouvoir invoquer ce motif. La petite Elena Del Pozzo a été enterrée le 22 juin à Catane. Des milliers de personnes se sont déplacées pour lui rendre un dernier hommage. La famille de Martina s'est bien sûr rendue aux obsèques, ce qui est parfaitement son droit, mais la tension était assez palpable. Certains les ont même insultés, puisqu'ils considéraient qu'ils n'avaient rien à faire là. No, no, non si perdona una persona di questa. I bambini non si toccano. Devi morire in carcere! Devi morire in carcere! Devi morire in carcere, bastardo! Deve morire! Deve morire! Basta! Schifosa! Assassina! Assassina! Deve morire! Assassina! 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 Ha levato la vita di una bambina innocente! Una madre non uccide la figlia! Vergogna! Assassina! Assassina! Devi morire! Non ti lasciamo in pace! Schifosa! Assassina! 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 À l'heure où je vous parle, les investigations sont toujours en cours puisque le parquet souhaite éclaircir certains points afin de mieux saisir ce qu'il s'est passé ce 13 juin, mais surtout pour comprendre ce qui a pu pousser cette jeune mère de 24 ans à tuer sa fille de 5 ans une après-midi d'été 2022.
Bon, et bien écoutez, si vous êtes arrivé à cette partie, j'en suis ravie, c'est que je vous ai pas perdu pendant l'histoire de Jason et de Médée. Avant toute chose, je tiens à remercier mon sponsor du jour, HelloFresh, grâce à qui je peux faire des vidéos longues avec énormément de détails sans avoir besoin de biper toutes les 5 minutes. Donc, danke HelloFresh, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et sinon, pour en revenir à l'histoire, mais franchement, quelle affaire! Quand je vous dis que j'ai été littéralement harcelée sur Instagram pour vous raconter cette histoire, c'est véridique, hein. Pendant que j'étais en vacances, tout ça, tous les jours, je recevais des messages. Et moi, je ne savais pas, je connaissais pas l'affaire parce que j'étais en vacances. Et j'ai vu ça, j'ai dit, mais quelle affaire c'est ça encore? Catastrophe, franchement, 11 coups de couteau. Quand je lisais les détails de l'autopsie, j'en avais des frissons. Je me disais, mais c'est pas possible de faire ça à son enfant. Pour info, j'ai quand même récupéré les chiffres italiens pour vous donner une idée. Je pense que ça doit ressembler peut-être aux chiffres français. 60% des infanticides sont commis par la mère et 40% le sont par le père. Et l'objectif, c'est toujours le même, punir l'autre parent. Donc voilà, on tue des gosses pour que l'autre parent ne refasse pas sa vie. À ce rythme-là, bientôt, en fait, la Terre sera dépeuplée puisque personne n'osera refaire sa vie. Franchement, c'est n'importe quoi. Je l'avais déjà dit dans ma vidéo sur l'affaire José Breton. Vous savez, le gars qui a tué ses gosses en Espagne parce que son ex-épouse l'a quitté. Donc, il a fait un barbecue de ses 2 enfants. C'est triste, mais c'est précisément ce qu'il a fait. Et je me disais, mais comment, en fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens en fait? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? À quelle heure tu te dis, tu sais quoi, on s'est pas entendu, on n'arrive plus à s'aimer, je vais lui faire du mal en tuant nos enfants. Je pense que ces gens-là ont un problème qui est quand même sous-jacent. Je pense pas en fait ils ne seraient jamais passés à l'acte dans leur vie s'il n'y avait pas eu ce truc de la séparation. Je pense que c'est des gens qui ont déjà un gros problème dans leur tête et ça a juste été un déclencheur comme aurait pu être comme un autre événement aurait pu être un déclencheur. Donc pour moi, non, les histoires de raptus, de troubles psychologiques pour expliquer tel geste ou tel geste, je valide pas du tout. Je peux comprendre que certaines personnes souffrent parce qu'on les quitte. Je peux comprendre que la douleur soit atroce parce qu'on se dit on va être remplacé par la belle-mère ou par le beau-père, mais à quelle heure tu tues tes enfants? Maintenant, j'ai lu beaucoup de choses sur Internet qui limitent, accusaient, pointaient du doigt Alessandro du type « ouais, mais lui aussi ». En fait, ça, par contre, cette partie-là, je l'ai trouvée très, 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 très bizarre parce que, ok, c'était un délinquant, ok, il l'a quitté, ok, il avait une nouvelle meuf, même il se pavanait, mais toujours est-il que c'est pas lui qui l'a planté en fait. Donc là, je vois pas très bien de quoi on veut l'accuser Alessandro. Et ça, c'est des trucs qui m'agacent un peu parce que parfois je l'ai également sous mes vidéos. Des fois, quand la responsable c'est une femme, on va trouver des responsables ailleurs, limite pour atténuer ce qu'elle a fait. Et quand le responsable c'est un gars, en fait. C'est lui le responsable et il n'y a rien d'autre derrière. Non, pour moi, le responsable, c'est celui qui a commis le geste irréparable. Martina n'a mais vraiment aucune excuse dans ce qu'elle a fait. Quand bien même son ex la battait, et ça, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, quand bien même il la battait, quand bien même il la trompait, quand bien même ça aurait été le pire des êtres humains sur Terre, c'est quoi le rapport avec tes gosses? Pourquoi tu tues ton enfant? Non, c'est pas de sa faute à lui si elle l'a tué. Je sais pas, c'est trop étonnant. Je sais pas, vraiment, il y a un truc que j'arrive pas à saisir. Peut-être que je suis trop en décalage avec ce qui se passe actuellement. Mais pour moi, c'est celui qui commet l'acte irréparable qui est responsable. C'est elle qui a tué sa fille, c'est pas Alessandro. Ça aurait été le cas inverse, et ça aurait été la même pour moi. C'est lui qui a tué la fille, c'est pas Martina. Donc, quoi qu'elle ait pu faire, c'est pas de sa faute à elle. Je sais pas si vous me suivez. Bon, en tout cas, je vous dis ça parce que j'ai lu des trucs sur Internet qui m'ont un peu titillé quand même. J'étais là, je me disais, ah non, putain, la meuf, elle a quand même poignardé sa fille à plus de 10 reprises et on trouve encore le moyen de dire que si elle l'a fait, c'est de la faute de son ex. Non, mais ouais, il faut se réveiller, en fait. C'est quoi? C'est parce que c'est une meuf, en fait, elle est sous tutelle, sous curatelle toute sa vie. Ça peut pas être de sa faute. Non, c'est elle la responsable. Et je pense que vous le remarquez que je suis très... Là, vous pouvez le voir, je pense, que je suis quand même assez... émue, je dirais, mais parce que ça m'a foutu le seum de me dire que peut-être que la meuf, elle va pouvoir bénéficier
je dirais pas d'un traitement de faveur, mais genre, je sais pas comment dire, je voudrais pas en fait qu'elle soit envoyée en HP ou qu'elle ait une peine moindre sous prétexte que des gens considèrent que c'est de la faute de son ex si elle a massacré leur gamine. Non, c'est pas juste pour la petite Elena, parce que Elena, quand elle a été dans ce champ toute seule en train de se faire planter par sa daronne qui devait la protéger, je pense que dans sa tête de petite fille innocente, la première chose à laquelle elle pensait, c'était à son papa pour qu'il la sauve. Malheureusement, voilà, elle est... Enfin bref, voilà tout ce que j'avais à dire sur cette affaire. J'étais grave remontée, je vous le cache pas. Je lisais ça, j'étais non mais c'est pas possible, on peut pas dire des trucs comme ça, mais c'est quoi la prochaine étape? En tout cas, je vous ferai une mise à jour quand elle sera définitivement condamnée. Je pense pas que ce sera cette année, à mon avis, le procès, ouais, ce sera pas pour tout de suite. Donc je vous ferai un update, je ferai de toute façon une nouvelle vidéo update au cours de l'année, j'espère. Et puis... qu'est-ce que je veux... Là, je suis en train de vous préparer une affaire, les gars. Elle va être longue, mais je crois que c'est l'affaire la plus intéressante que j'ai fait jusqu'à présent. C'est une vieille affaire. Je sais que tout le monde n'est pas fan des histoires très anciennes, mais moi, c'est le genre d'affaire que je préfère. Si je pouvais, je ne ferais que ça, d'ailleurs. Mais bon, il faut quand même se diversifier. Cette affaire, l'un des plus grands mystères criminels que le monde ait connu, j'ai tellement hâte de vous la présenter. Je suis trop pressée, les gars, vraiment. Et en fait, je vais essayer de vous préparer un petit truc bien pour cette vidéo, pour bien vous mettre dedans. Donc, je pense qu'elle sortira soit dimanche prochain, soit le dimanche d'après, en fonction du timing. Ok ? Ce que je vous propose à présent, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.